Bonjour Adrien Gindre, votre invité aujourd'hui? Il est professeur en sciences politiques et en relations internationales à Sciences Po Paris. Avec lui, on va continuer de parler de ce qui se passe sur le terrain, mais aussi des conséquences diplomatiques à l'échelle mondiale. Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur, vous avez co-dirigé, je le rappelle, Le monde ne sera plus comme avant, aux éditions Les liens qui libèrent. On l'a évoqué à l'instant, Joe Biden a annoncé hier lui-même à la télévision la libération de cette basketteuse, Brittney Griner. Elle doit arriver dans quelques heures aux États-Unis. Elle a été détenue 9 mois en Russie. Est-ce que ça montre en réalité qu'il y a un dialogue possible entre les États-Unis et la Russie ? Alors, c'est contrairement à l'image courante, il y a toujours un dialogue. C'est-à-dire, on se parle toujours, quel que soit le contexte, quelle que soit la tension, quelle que soit même la volonté de dire on ne parle pas. Mais les contacts ne sont jamais rompus. À quel niveau, dans ce cas-là, et sous quelle forme, quand vous dites qu'ils ne sont pas rompus ? Alors, il y a les niveaux basiques qui sont les réseaux diplomatiques habituels, les ambassades, il y a les émissaires, les envoyés spéciaux. Quand on veut déguiser une négociation, on la met entre les mains de personnes qui ne sont pas officiellement habilitées pour cela. Bref, on ne cesse de parler, ce qui est le jeu normal, je dirais, dans les relations humaines. Et hélas, la guerre, c'est une relation humaine comme une autre. Donc là, il y a un départ assez banal. Mais quand même, tout est interprétable dans les relations internationales. C'est un petit signe. C'est un petit signe qui comprend son message et son contraire. Son message, ça veut dire qu'il peut se faire des choses. Et son contraire, ça veut dire, attendez, pas tout en même temps. Et l'essentiel, on le garde pour l'instant au frigidaire. L'essentiel, l'espoir qu'avait l'opinion publique américaine, c'est que cette libération s'étende au-delà de la Là, on est personne de effectivement sur un Brittney. cas individuel. Et d'ailleurs, il y avait un autre nom qui avait été évoqué, vous avez raison, Paul Whelan, Voilà. qui a été condamné pour espionnage et qui, lui, pour le coup, n'est pas concerné par ce pacte de libération. Ce qui a créé une certaine déception dans l'opinion publique américaine, si j'en crois ce que j'en ai lu hier soir et ce matin, mais qui est aussi une forme de signe, qui consiste à dire tout ne se passera pas aussi facilement qu'on puisse l'imaginer. Il faut quand même comprendre que Vladimir Poutine a essuyé 3 défaites sur le plan international en quelques mois, en moins d'1 an, et qu'il faut rééquilibrer ces défaites. Rééquilibrer les défaites, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ouvrir de nouvelles perspectives, ça c'est l'aspect positif, mais ça veut dire aussi montrer sa fermeté. Quand vous dites 3 défaites, quelles sont Alors, ces trois-là ? rappelons-les, d'abord, son projet de guerre de conquête, arrivé à Kiev au bout de 3 jours, tel qu'on nous l'a annoncé fin février, ça n'a pas marché. Deuxièmement, décrédibilisation de l'armée russe à la face du monde. C'est-à-dire, on a découvert que cette armée russe n'était pas aussi organisée. Celle qu'on disait deuxième armée du monde est en réalité très faible. Et ça, c'est quand même un revers extrêmement important. Et puis, la troisième défaite, c'est face à l'échec de sa guerre de conquête, Poutine a espéré démoraliser la société ukrainienne à travers ce terrorisme qui énergétique, en bombardant les industries. Oui, d'abord les massacres, rappelez-vous, Boutcha, Izium, ensuite ces bombardements massifs, ensuite effectivement cette attaque portée sur ce qui fait l'organisation de cette société ukrainienne qui s'apprête à entrer dans l'hiver. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun effet positif, donc ça fait quand même beaucoup. Il faut se réhabiliter sur la scène internationale, en même temps pour ne pas perdre, et si possible pour obtenir des gains symboliques. Alors, on a évoqué là, depuis le début de cet entretien ensemble, les États-Unis et la Russie. Il y a quelque chose de singulier, c'est que si on écoute la porte-parole de la Maison-Blanche, elle dit ce sont les seuls pays qui ont participé aux négociations. En parallèle, il y a eu un communiqué commun des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite pour dire qu'ils avaient joué un rôle de médiation, en l'occurrence le président des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed, et le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman. Est-ce qu'il y a dans ce type de négociation, de votre point de vue, forcément ce rôle d'intermédiaire moyen-oriental? Quel est leur poids réel dans telles circonstances? Alors, vous mettez le doigt probablement sur l'un des aspects les plus importants des mutations du jeu international actuel. Oui, il y a eu
certainement un rôle important des Émirats arabes unis, ne serait-ce que parce que la libération s'est faite sur l'aéroport d'Abu Dhabi, Absolument. capitale des Émirats arabes unis. Mais derrière ce rôle inattendu, il y a un an, on m'aurait expliqué ça, j'aurais dit non, il doit y avoir une coquille quelque part dans votre exposé. Au-delà donc de cette nouveauté, on découvre une forme nouvelle de diplomatie qui s'est constituée au fil de cette crise ukrainienne et que j'appellerais la diplomatie fluide. C'est-à-dire, on a vu que l'effet principal de cette guerre, ça a été d'affaiblir, voire de marginaliser les alliances classiques et de donner la part belle à ce que j'appellerais, si vous me permettez la métaphore, l'union libre diplomatique. C'est-à-dire monter des coups entre États qui n'avaient pas de relations, voire qui étaient plutôt dans des situations d'hostilité. Et il ne s'agit plus maintenant de construire des fronts durables, il s'agit de saisir chaque occasion pour marquer des points, pour gagner des avantages. Donc c'est ce que font les Émirats et l'Arabie, là. C'est l'Arabie qui le fait. Diplomatie d'opportunité. J'aimerais mieux dire diplomatie fluide, c'est-à-dire savoir saisir des aubaines pour réaliser des coups sans que ça vous engage pour autant pour l'avenir. Est-ce que ça veut dire que ces pays, pour autant, ont gagné sur la scène internationale une puissance, une importance plus grande? Évidemment. Évidemment, lorsque vous arrivez à vous faufiler dans un dossier qui est un dossier majeur, opposant ce qu'on appelait autrefois les grands, et que vous jouez un rôle, sinon indispensable, du moins décisif, vous gagnez en influence, en poids diplomatique, mais surtout, vous pouvez faire ensuite monter les enchères. C'est-à-dire, regardez comment l'Arabie saoudite et accessoirement les Émirats ont profité de tout un tas d'occasions pour augmenter la pression sur les États-Unis ayant du mal à suivre. Mais est-ce que les États-Unis vont abandonner le pacte de Quincy passé en 1945 avec l'Arabie saoudite? Ils ne l'ont pas fait malgré ce que le sort réservé à M. Khashoggi. Et est-ce que les Émirats arabes unis ne vont pas, au contraire, tirer des avantages du fait d'abord qu'ils aient signé les accords dits d'Abraham et qu'ensuite, maintenant, ils se posent en médiateur avec la Russie? Mais qui aurait pensé, il y a seulement 3-4 ans, que les pays du Golfe allaient jouer la médiation entre Moscou et Washington? Nous sommes face à une mutation profonde des relations internationales. Et là, cette diplomatie fluide contraste avec notre diplomatie d'alliance pérenne et organisée autour de l'OTAN, autour de ces vieilles alliances issues de la guerre froide. Mais est-ce que vous avez identifié ce qui fait la bascule entre ce que vous dites il y a 3-4 ans et aujourd'hui? Quel a été le levier des Émirats ou des Saoudiens pour pouvoir se faufiler? Je crois que c'est le résultat retard, comme on dit, pas avec la prise de certains médicaments, c'est l'effet retard de la dépolarisation. C'est-à-dire que lorsque le mur de Berlin s'est effondré, l'Occident a fait le pari qui pouvait être fondé, qu'il était le grand vainqueur de la guerre froide et qui pouvait geler en quelque sorte un monde hiérarchiquement contrôlé par les puissances occidentales. Or, on a vu que cet effet de destruction du mur et de dépolarisation a eu un effet d'émiettement, de fragmentation qui faisait que le puzzle pouvait être monté de différentes façons, de différentes manières, et que l'on pouvait désormais gagner sur plusieurs tableaux. Pendant la guerre froide, ni l'Arabie saoudite ni les Émirats ne se seraient hasardés à pactiser, ne serait-ce qu'un moment, avec Moscou, comme d'ailleurs Israël le fait, pour pouvoir rebombarder librement les positions du Hezbollah au sud de la Syrie, sans que la Russie, qui contrôle l'espace aérien syrien, ne réagisse. Donc, vous voyez, c'est un nouveau jeu que je pense la diplomatie occidentale, certaine de sa victoire et solidement installée dans le carcan de ses alliances, n'a pas vu venir. Il faut faire attention, surtout qu'il y a, je dirais, des acteurs encore plus importants qui, pour l'instant, sont dans les coulisses, mais commencent à montrer le bout de leur nez. Ce sont les émergents, les BRICS, qui sont en train de devenir le pivot de ce nouvel équilibre Le international. Brésil, l'Inde, etc. Surtout l'Inde et la Chine. Il y a un point que vous avez souligné tout à l'heure. Là, on est sur un accord qui est très précis. Un échange de prisonniers,
ça s'arrête là. Est-ce que pour autant le rôle qu'on évoque là, d'intermédiaire, cette diplomatie fluide que vous évoquez, elle peut servir pour le règlement du conflit? Ou est-ce que là, on est à une échelle peut-être qui dépasse encore aujourd'hui ces pays-là, les Émirats, l'Arabie Saoudite ou, comme vous l'évoquez, la Chine, l'Inde? Alors, ce ne seront pas les mêmes instruments, mais je pense que s'il y a un règlement, pour l'instant, il faut être prudent, ça sera cette nouvelle grammaire, justement. Cette nouvelle grammaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps des négociations frontales est passé. D'ailleurs, regardez les guerres qui se sont succédées tout au long du XXe siècle, mais spécialement depuis 1945. Rares ont été les négociations à l'ancienne. Donc, il y a deux parties autour d'une table, l'un face à l'autre. Voilà. En revanche, on voit se profiler ce que j'appellerais un jeu systémique, c'est-à-dire un rééquilibrage du système international qui profite à ceux qui ont le plus de moyens pour agir dans ce monde. Et c'est là que les émergents, c'est là que les BRICS jouent un rôle important. L'Inde et la Chine, vous savez, c'est presque la moitié de l'humanité. L'Inde et la Chine, c'est une capacité tout à fait extraordinaire de régulation internationale. Qu'ils prennent une initiative, je dirais, dans un premier temps, de thermostat, pour dire attention, la température monte trop haut, ceci peut déséquilibrer l'ensemble du système international, et nous ne le voulons pas. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire, et je me demande si cette première étape n'est pas en train de se profiler. Je ne veux pas donner dans un excès d'optimisme, mais le fait, par exemple, que Poutine ait cru utile de dire, vous savez, l'arme atomique, nous ne l'utilisons pas. Absolument. Alors, je vais rappeler ces propos parce que vous dites quelque chose de très important. Il y a eu non seulement des propos dans son entourage, mais il y a eu, vous avez raison, des propos du président russe qui, mercredi, dit « la menace d'une guerre nucléaire grandit ». Mais une fois qu'on met ça de côté, il dit « La Russie ne frappera en aucun cas la première. Nous ne sommes pas devenus fous. Nous comprenons ce que sont les armes nucléaires. » Est-ce qu'il le fait, pour prolonger ce que vous disiez, pour répondre à une pression de la Chine? Alors, je ne sais pas, in concreto, comment les choses se sont matérialisées, mais selon une formule bien connue des milieux scientifiques, tout se passe comme si. Tout se passe comme si, effectivement, l'idée de ne serait-ce que prendre le risque de plonger dans un monde de confrontation pré-nucléaire, et a fortiori nucléaire, est quelque chose d'insupportable pour les puissances qui, dans le monde actuel, ont besoin d'un minimum de stabilité économique et politique internationale. Est-ce que ça veut dire que la Chine, de par son envie de stabilité, va nous protéger, alors quand je dis nous protéger, permettre une certaine stabilité à l'échelle mondiale, parce que ça sert ses intérêts à elle? C'est cela. C'est pour ça que je parlais de pivot tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que la Chine, dans un premier temps, pouvait, si vous me permettez l'expression, elle n'est pas très belle, se satisfaire des débuts de la guerre russo-ukrainienne qui, finalement, affaiblissaient deux partenaires, deux rivaux potentiels de la Chine. Que la Russie, d'une part, et les Occidentaux, d'autre part, s'abîment dans un conflit bilatéral n'était pas pour gêner les intérêts chinois. Basculer dans un monde de désordre, de fragmentation et d'explosion potentielle, ça c'est insupportable pour la Chine qui a d'ailleurs bien des problèmes à résoudre en et interne, qui voit ses performances économiques chuter. Donc effectivement, il y a là un aspect thermostat. En même temps, il y a l'Inde. Alors l'Inde, mais l'Inde, pour le coup, pardon, est restée sur la réserve jusqu'ici. Attention. Alors éclairez-nous. On ne regarde jamais dans la bonne direction. Et c'est ça le problème. L'Inde, on a réglé le problème à partir de deux équations fortement contestables, qui est d'une part l'Inde est l'ennemi de la Chine et le rival de la Chine, et d'autre part l'Inde est l'allié ou le quasi-allié de la Russie. En Europe, en Occident, on adore raisonner en termes d'alliés, en termes de camps, en termes de schmittiens, amis, ennemis, etc. Mais alors, où est l'Inde aujourd'hui? Eh bien, justement, suivez ce qu'a dit
un personnage très intéressant qui est le ministre des Affaires étrangères indien, M. Subramanian Jaishankar. Et Subramanian Jaishankar a dit, il a été presque inaudible à ce moment-là, nous, la politique de non-alignement, qui était celle du fondateur Jawaharlal Nehru, c'est plus notre affaire. On veut créer le multi-alignement. Voilà un concept intéressant. Le multi-alignement, c'est cette diplomatie fluide dont je parlais tout à l'heure. Et qui peut aussi varier, ça veut dire. Qui peut varier, qui recherche une position d'équilibre qui offre un optimum d'avantages et de rentabilité. Si bien qu'on voit depuis un certain temps que les fameuses tensions sino-indiennes, qui n'ont pas entièrement disparu, notamment dans l'Himalaya et en matière frontalière, mais on voit quand même ces tensions diminuer très fortement. Et cette naïveté qu'est l'idée, le grand projet d'un Indo-Pacifique qui servirait de cordon sanitaire face à la Chine... Quel grand projet américain, entre autres. Oui, franco-euro-américain ou je ne sais quoi, mais que voit-on? Un Japon qui est toujours en intense relation commerciale avec la Chine, une Australie où le changement de régime, le passage de M. Morrison à M. Albanese s'est traduit par un réchauffement des relations avec Pékin, et une Inde qui est intéressée à jouer ce complément de rôle de bascule. Mais est-ce que ça veut dire que l'Inde peut aller jusqu'à jouer un rôle dans le règlement du conflit? Si on revient au début de notre conversation, est-ce que l'Inde peut aller jusque-là? Eh bien, si vous faites l'addition des BRICS dont nous parlions tout à l'heure, d'ailleurs les BRICS que beaucoup d'États, puissances émergentes rêvent de rejoindre, vous avez un bloc qui représente près de la moitié de l'humanité, je disais tout à l'heure, près de la moitié du PIB mondial aussi, il ne faut pas l'oublier, et qui a une capacité, je dirais, de réorganisation systémique du monde. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la résolution de ce conflit par un face-à-face diplomatique est parfaitement utopique dans le contexte actuel. Voilà. En revanche, et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai été un des rares, j'ai accueilli favorablement ce qu'a dit le président Macron lorsqu'il dit qu'il faut définir un nouveau régime de sécurité qui puisse rassurer la Russie. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il faudra donner des garanties à la Russie. Il s'en est expliqué, je précise, comme ça tout le monde l'a bien en tête, il s'en est expliqué, il l'avait dit donc sur TF1 et LCI samedi la semaine dernière, et il a redit ensuite, c'est la même chose que je dis depuis le début, il y aura des sujets territoriaux et des sujets de sécurité collective sur toute la région. Il distingue la question des frontières et la question du rapport de force, des alliances militaires. Eh bien, la sécurité collective, c'est quelque chose qui peut être, comme son nom l'indique, négocié collectivement. Et c'est le seul type de négociation, entre guillemets, je dirais de gouvernance, qui puisse ne pas faire perdre la face à quiconque. Ce qui est quand même le but, la clé du succès. Une négociation à l'ancienne et sur une base de transactions territoriales ferait nécessairement perdre la face à l'un des deux. Si la Russie rend des territoires, elle perd la face. Vous dites que ça ne suffit pas et ça ne tient pas pour l'avenir. Mais bien sûr. Tandis qu'un régime global de sécurité, ça permettrait même à M. Poutine, qui sera le grand perdant de toute cette aventure, mais de sauver la face en disant, bah, vous voyez, grâce à ma détermination, j'ai pu effectivement obtenir des garanties pour la sécurité de la Russie. Pour le moment, vous disiez, bon, on met le nucléaire de côté, vu les dernières déclarations, admettons. Mais Vladimir Poutine a quand même eu ces mots aussi cette semaine. Il dit, quelles que soient les réactions, ça ne nous empêchera pas d'accomplir nos actions de combat. Il lance une forme de défi. Alors, je ne sais pas s'il le lance à l'Ukraine, à l'Europe, à la communauté internationale, mais il dit... Je vais continuer, en fait. Il assume de mener des frappes et de les poursuivre. Ça veut dire que pour le moment, il ne se montre pas sensible aux mains qui peuvent lui être tendues. Mais on rejoint ce dont nous parlions il y a un instant, c'est-à-dire la puissance défaite ne peut pas admettre sa défaite. Je veux dire, c'est l'écroulement complet. Poutine qui admet sa défaite, les 3 défaites dont je parlais tout à l'heure, c'est Poutine qui, au mieux, prend la porte pour aller dans sa maison de retraite, ou au pire, est totalement dégommé. Donc, effectivement, il faut s'attendre à... Et ce qui se passe à Barmouk, notamment, et sur... Avec déjà 5 mois de combat acharné, Exactement. sans victoire russe pour le moment, même si les Russes l'espèrent.
Mais c'est une façon de maintenir la pression pour dire, effectivement, nous ne renonçons pas, nous sommes dans la réalisation de notre projet. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant, parce que Poutine a dit aussi hier, nous avons atteint un certain nombre de nos objectifs. L'analyse que je suis depuis 40 ans cherche, ça m'a valu une nuit blanche, désespérément, quels sont ces objectifs atteints. Mais le fait qu'ils le disent, c'est une manière, effectivement, d'ouvrir la porte à quelque chose d'autre. Mais ça ne veut pas dire que la guerre va s'arrêter demain, pour les raisons qu'on disait tout à l'heure. Alors, dans les portes qui peuvent être ouvertes, il y a une information un peu surprenante qui est donnée par nos confrères de Newsweek et de Daily Beast, qui cite un ancien très proche de Vladimir Poutine, Abbas Kaliamov, et qui disent que Vladimir Poutine et sa garde rapprochée ont déjà organisé un plan d'évacuation pour quitter le pays en cas de défaite. Il y a plusieurs pays qui sont cités, l'Argentine, l'Équateur, le Venezuela. Est-ce que ça vous paraît relever du pur fantasme ou est-ce que c'est un scénario qui peut avoir la moindre crédibilité? Même, j'ai envie de dire, diplomatiquement, à l'échelle internationale, si on prend de la hauteur, est-ce que ces pays, Argentine, Équateur, Venezuela, peuvent avoir un intérêt un jour à accueillir Vladimir Poutine? Écoutez, je reviens de République centrafricaine et à Bangui, on dit même qu'il a placé 13 milliards de livres en Centrafrique pour avoir une retraite paisible. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Wagner là-bas et donc il aura une garde rapprochée. Oui, vous savez, dès le début, on a su que Poutine avait un cauchemar. Dès le début, c'est-à-dire février dernier, avait le cauchemar de finir comme Kadhafi. Il paraît que c'est une formule qu'il le répétait dans son entourage et qui est commune à tous les dictateurs. Les dictateurs ont peur, par-dessus tout, de la fin solitaire et infamante. Solitaire et infamante. Donc je pense que c'est un élément qui n'est pas négligeable dans ses calculs politiques, dans sa stratégie. D'autant que l'avenir est absolument incertain. Je ne crois pas, du moins pour le moment, à une révolution en Russie style 1917. En revanche, le propre de l'oligarchie, c'est qu'elle sait, le moment venu, constater que le prince qui est à sa tête, qui lui sert de clé de voûte, n'est pas la plus rentable que l'on puisse imaginer. Donc, il est là. Ces trois défaites-là, je ne sais pas véritablement... Comment il s'en remet, comment il les surmonte. Comment un dictateur peut s'en remettre. Nos confrères de l'Express ont réalisé une interview croisée de l'écrivain ukrainien Andrei Kourkov et de l'auteur du Mage du Kremlin, qu'on a déjà entendu sur nos plateaux, Giuliano d'Ampoli. Dans cette interview, Andrei Kourkov, à ces mots, il dit « Le système russe produira après Poutine un Poutine 2, un Poutine 3, un Poutine 4 ». Ça veut dire que si son sort à lui est scellé, ça ne changera en rien le positionnement de la Russie, ni l'issue du conflit? Non, alors ça, franchement, d'abord, je suis désolé, c'est pas mon métier. J'ai jamais été capable d'écrire les horoscopes, et c'est pas demain, la veille. Qui aurait prévu Poutine, ne serait-ce que durant même les dernières années de la présidence Yeltsin? Qui aurait prévu Yeltsin dans les dernières années de la présidence Gorbatchev? On ne pouvait pas analyser les germes en place avant. Non, parce que vous savez. Il y a un mal dans ce monde, c'est la géopolitique, c'est-à-dire croire que tout est structurellement déterminé. Fondamentalement, il y a les acteurs sociaux, fondamentalement, il y a de l'humain, donc il y a tout un tas de médiations. Vous avez parlé de fluidité, d'ailleurs, nouvelle. Et voilà, et de fluidité. Et donc, on est à un carrefour, évidemment. 3 échecs majeurs dont je parlais tout à l'heure placent objectivement les acteurs du système russe en position de carrefour. Il faut choisir une voie. Il y a plusieurs voies possibles. Effectivement, le départ de Poutine, que bien des gens espèrent, peut créer un super Poutine. C'est-à-dire le fameux le cuisinier de Poutine, le chef de Prigojine, fondateur de Wagner. Ça peut être un radical parmi les radicaux. Un Kadyrov, ça peut être quantité de gens peu recommandables et surtout peu souhaitables, mais ça peut être aussi autre chose. Regardez l'Iran dont on parle tant actuellement, il y a différentes options sur le tapis. Et qui aurait la prétention de dire « Dieu le Père m'a fait une confidence et m'a dit que c'est celle-là qui va triompher ». Soyons modestes. L'analyse, c'est la modestie. Comme la diplomatie, ça devrait être la modestie. C'est-à-dire, regardez ce qui se fait, essayez de comprendre. Mais alors, la projection dans l'avenir, moi, je laisse ça
dans ma jeunesse à la personne qui était Madame Soleil. Je ne sais pas, vous avez entendu parler. Bien connu la télévision. Une projection tout de même. Le monde ne sera plus comme avant. C'est ce que vous nous dites dans cet ouvrage que vous avez co-dirigé aux éditions Les Liens qui libèrent et que je recommande. Ça nous permet aussi de comprendre à la lumière de ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment et ce qui peut se passer demain, même si vous nous avez bien dit ce matin, il ne faut pas non plus tirer de plomb sur la comète. Merci beaucoup Bertrand Badi d'avoir été avec nous.